Donc merci à tous de cette occasion. Merci Panos pour ce moment finalement de discussion et en plus ou moins en présence. Donc c'est déjà un événement en soi. Et nous sommes très, très contents de vous présenter notre travail. Un travail qui a été réalisé par une équipe assez nombreuse, coordonnée par le Centre de recherche Habitat de l'EPFL, mais qui a aussi investi beaucoup d'étudiants et aussi beaucoup d'experts qui sont à l'extérieur du centre de recherche. Donc un travail collectif, et c'est dommage qu'on n'est pas tous ici, mais effectivement les déplacements en ce moment ne sont pas toujours simples. Mais dans les faits, dans les matériaux, vous trouverez des traces importantes de chacun. Donc je voudrais partir par vous dire rapidement quelles ont été les choses que nous avons fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de travail de terrain, mais on a aussi travaillé beaucoup sur les images et les imaginaires de ce territoire, un territoire particulièrement riche par son histoire et aussi par ses paysages de référence, de points de repère, d'images. Et parmi ces images, on s'est arrêté un moment sur une période artistique, les années 70, dans la partie francophone de la Suisse. Il y avait du cinéma qui se faisait, très intéressant, très important, le groupe des 5. Et là, il y a eu un film que je trouve un chef-d'œuvre et qui nous a accompagnés. Jonas, qui aura 25 ans à l'an 2000. Dans ce film, il y a deux thèmes qui ressortent. Le thème du sol et le thème du travail. C'était un moment de crise, c'était la crise des années 70, une crise économique, le système industriel qui semblait déjà être au collapse, l'exigence de retour au sol, à des styles de vie différents, et la crise du travail, avec déjà évidemment la question, le thème du travail transfrontalier, qui était déjà très, très important. Au-delà de ça, nous avons commencé à construire un atlas transfrontalier de la transition. Ceci, c'est un projet que nous avons commencé, mais que je pense pourra s'alimenter des produits aussi des équipes, des autres équipes, mais bien au-delà, continuer à se réaliser. Nous pensons que pour penser et pour dessiner la transition, nous avons d'abord besoin d'un nouveau regard. Et quelques-unes des planches de cet atlas vont revenir dans la présentation. Et nous avons aussi testé certaines hypothèses avec une série de scénarios, donc les scénarios de la transition, qui sont partis du sol et du travail. Même les scénarios vont revenir plus ou moins dans le reste de ma présentation. Et finalement, tout ce travail a produit des hypothèses spatiales, concrètes et situées sur le territoire du Grand Genève. Des hypothèses qu'on considère des prototypes, c'est-à-dire que ce sont des hypothèses qui mettent en discussion soit les projets existants et soit la planification existante et qui ouvrent à une nécessité d'expérimentation sur laquelle je vais aussi revenir à la fin. Donc le projet de la transition. Pardon. D'abord, nous avons une métamorphose. Nous sommes immergés dans cette métamorphose. Ici, la Suisse, pendant la pandémie, presque le 50% des travailleurs travaillaient à la maison. Après, une petite partie était dans une sorte de chômage technique et une partie assez importante devait quand même se rendre sur le lieu de travail. Mais presque la moitié travaillait à la maison. Nous avons exploré un petit peu la presse de ces mois, parce que cette presse montre très bien une série de thèmes.
Le premier, la dépendance de Genève envers le territoire français. On est habitué à parler de l'opposé. La question des frontaliers, beaucoup de frontaliers qui ne pouvaient facilement se déplacer. Merci. Un taux d'autonomie du Grand Genève très très limité. Les salariés qui n'habitent pas dans le canton. Des visions conflictuelles qui se sont déjà mises en place. Plus 22% de déplacements à vélo, mais aussi plus 18% de trafic individuel motorisé d'ici à 2040, si les tendances continuent. Et si on travaille à la maison, qui va payer, par exemple, certains coûts que finalement on aurait parce qu'on est à la maison. Le transport en commun, réellement fragilisé. Moins de 90% de fréquentation du transport en commun dans le Grand Genève pendant la pandémie. Une crise des transports, plus de 28% de pistes cyclables à Genève suite au confinement. Est-ce que c'est une crise ou est-ce qu'on peut utiliser ce moment pour renforcer justement cette situation, le projet du transport en commun? Et le télétravail, avec ses impacts globaux, qui a aussi eu des conséquences sur le temps de travail. Un troisième des Suisses, par exemple, ont dû réduire le temps de travail. Et, comme j'ai dit, presque le 50% des Suisses, dans ce cas, la donnée était référée à la Suisse, qui travaillent à la maison. Et le 57% des employeurs qui envisagent de proposer aux collaborateurs de travailler en télétravail à temps partiel, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà même de la condition du Covid, mais qui va changer durablement aussi notre façon d'utiliser le territoire, d'utiliser les villes et d'utiliser notre propre maison. Des répercussions économiques et sociales, par exemple, donc l'isolement, le manque de contacts sociaux, mais aussi économiques, contraint une ville fantôme, moins 95% de passagers à l'aéroport de Genève dans l'été 2020, et une sensation d'épuisement par ce travail, disons, confiné, et qui a donc des conséquences aussi psychologiques. La question qui se pose avec le changement climatique, les impacts du changement climatique sur le territoire, ici, la métropole alpino-lémanique avec les zones où la chaleur sera la plus importante dans le futur, évidemment, les villes sont exactement là. Tout ça pose une série de questions sur l'habitabilité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Qu'est-ce que sera habité dans le futur et dans cette métropole? Et les espaces publics dans cette situation, qui se trouvent eux aussi les espaces publics dans les parties qui sont les plus dans la chaleur plus importante. Quel type d'espace public? Quelle dimension? Quel sens? Quelle échelle? Donc, je pense qu'on a compris quelque chose que on avait mis au début de notre travail, la question biopolitique, c'est-à-dire un projet d'espace qui s'occupe de la vie, d'une façon explicite. Évidemment, le projet de l'espace a toujours eu affaire avec la vie. Mais aujourd'hui, c'est un projet de l'espace où cette vie est la chose que nous avons en commun. Nous avons une vie en commun. Et il s'agit donc d'une métamorphose qu'il faut imaginer, une métamorphose que je voudrais laisser à Luca Pattaroni de décrire. Questa non è l'ultima presentazione. Voilà, non, je ne sais pas si je vais décrire entièrement la métamorphose, d'autant plus que ensuite il y aura des visions et des cartes, des projets qui vont être montrés. Mais c'est vrai, ce que dit Paolo Vigano, c'est que quand on entend Morin ici, il s'agit de la métamorphose complexe d'un type de société à une autre. Il s'agit donc bien, pas simplement de faire des voitures propres, pas simplement de faire des maisons performantes, pas simplement de faire une smart city pour résoudre les enjeux de la transition. Nous faisons le pari, effectivement, d'une recomposition en profondeur, à la fois de notre rapport au sol, de notre rapport au travail, de nos formes de vie. Et c'est ce projet-là que nous avons appelé, de manière un peu provocateur, une biopolitique émancipatrice.
parce que finalement la biopolitique, historiquement, c'est quelque chose conçu par Foucault en particulier, pour dire un pouvoir qui petit à petit est venu s'immiscer dans nos vies, contrôler nos biologies, et donc quelque chose, une emprise trop forte, mais en même temps, il ne peut plus y avoir de politique à l'heure actuelle qui ne soit pas une biopolitique. Donc il faut repartir de cette intrication de nos formes de vie, de nos milieux de vie, pour pouvoir dessiner une transition. Donc c'est ça qu'on dit, donc une politique qui se noue dans les milieux de vie, contre une politique qui a servi les corps et les milieux. Une nouvelle alliance en quelque sorte. Et puis cette biopolitique, elle doit prendre soin du vivant, des humains et des non-humains. Elle doit les introduire en démocratie, c'est-à-dire introduire les attachements, les jouissances, ce qui en fait revient à introduire en démocratie la question de l'habiter et de l'habitabilité. Et puis ça va dessiner des nouvelles coexistences. Et ces nouvelles coexistences, ces nouvelles intrications, elles sont présentes, je reviendrai là-dessus un peu, elles nous accompagnent aujourd'hui dans tous les groupes. Elles se construisent contre les pensées disjonctives. On a encore beaucoup de peine à sortir de la séparation privée-publique, à sortir des systèmes de zonage, de la séparation nature-culture, de la séparation travail, habité, loisirs, alors qu'on doit, à l'heure actuelle, recomposer de manière fondamentale des formes de production et des formes de vie. C'est-à-dire, on se met en place un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, il est à l'œuvre, avec des sensibilités différentes, mais dans tous les groupes, c'est ça qui est réjouissant. Bien entendu, ce nouveau paradigme, il place la proximité en son cœur. Il pose des questions de mise en partage. Il est peuplé d'êtres comme des coopératives, des circuits courts, des forêts habitées, des villes agricoles, des espaces publics appropriés, des écoforums, etc. J'en passe. Et c'est autour de ces êtres-là que se dessinent les nouvelles habitabilités et les nouveaux communs. Mais ça suppose un travail fort de réarticulation. Les régimes de production, primaire, secondaire, tertiaire, sont encore fortement ancrés, fortement spatialisés. C'est ce que dit aussi que la voiture qui va augmenter de 18% en même temps qu'augmentent les vélos de 22%, c'est-à-dire que les inerties territoriales sont très fortes, les inerties économiques sont très fortes. Et donc, on a l'espoir qu'à partir de prototypes, parce qu'on est déjà en train d'expérimenter ces intrications, il y a des prototypes qui ont été rappelés, on va en rappeler encore d'autres. Il y a on sait, maintenant les gens se mettent à habiter à travailler dans le train. Il y a des tiers-lieux qui existent. Donc il y a déjà les filaments de ces campagnes habitées, de ces agricultures travaillées et retravaillées. Il faut observer, d'où le travail de description, voir cette proportion des choses et voir comment on peut... par incrémentation, c'est aussi le mot qui revient, nos pensées de planification dans tous les groupes sont des pensées processuelles, sont des pensées d'accompagnement pour consolider des assemblages nouveaux nécessaires à ce qu'on a appelé, nous, une réforme radicale. C'est-à-dire, ces réformes, puisqu'on part d'ici et maintenant, c'est radical parce qu'au bout du compte, on arrive à quelque chose de radicalement autre. Et bien entendu, ça a déjà été discuté un tout petit peu ce matin, il faut à la fois travailler les formes, les nouvelles formes territoriales, c'est sur quoi on va revenir maintenant tout de suite, et les régulations. C'était suite à la séparation aussi de Robert Kramer, c'est-à-dire que quelque part, ces intrications suscitent des nouvelles régulations, de la même manière que tout d'un coup le concierge dans un logement social qui voit émerger une salle commune héritée des modèles squat a deux solutions. Soit il devient fou et il ferme la porte, c'est ce qui arrive la plupart du temps, soit il est formé à des questions de médiation. Donc il y a tout un travail aussi des nouveaux métiers de la transition, de la perpétuation des métiers agricoles, de la nouvelle des métiers au fait, qui accompagnent cette biopolitique qui est une biopolitique du soin et de l'attention. Et juste pour donner 2-3 éléments, il y a une mise en cause. Alors d'un côté, pour nous, on est travaillé seul. Donc d'un côté, il y a une mise en cause du travail. Au-delà de ça, du capitalisme, on ne va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Mais si c'est important, c'est parce que c'est vraiment mode de vie, mode de production, mode territorial. C'est cette intrication-là qu'il faut défaire. Et c'est très très coûteux de la défaire.
on en fait un tout petit bout par des imaginaires, par des projets. Et dans le télétravail, il faut penser plus loin la distribution du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement la question de est-ce que la personne va pouvoir bien travailler à la maison, mais c'est aussi la question, mais quelles sont ces nouvelles entreprises qui tout d'un coup vont se penser de manière distribuée? C'est-à-dire où peut-être elles auront 3-4 espaces loués dans des coworking, dans des villages. Et donc du coup, il y a un travail où on défait la matérialité même, 100 ans après que les usines soient devenues des prisons, pour essayer de capturer des paysans qui ne voulaient pas travailler comme salariés. Hein, on redistribue dans le territoire. Et puis là, du coup, c'est peut-être on travaille en bois à la maison, peut-être on travaille dans une salle commune produite dans un immeuble coopératif ou dans un immeuble produit par un propriétaire privé. Peut-être on travaille aussi dans des espaces de coworking qui seraient distribués comme les écoles, dans une nouvelle proximité, dans cette agglomération des villages dont va vous parler maintenant Paola Vigano. Et de le même, donc accompagnant cette transformation du travail, avec aussi les nouveaux métiers de la transition du commun, il y a aussi l'économie sociale et solidaire, hein, et j'en passe. Il y a aussi le sol. Et peut-être la question qui se pose, c'est comment le sol devient notre allié. Un allié à la fois dans notre lutte pour le climat, et M. Boivin va revenir là-dessus, hein, comment tout d'un coup le sol devient allié pour la transition, mais aussi comment le sol devient allié de ces nouvelles proximités, hein, donc avec des espaces publics appropriés, donc d'hospitalité, les cheminements nécessaires dans ces nouvelles compositions habitabilité et production agricole. Voilà, donc tout un ensemble de choses qui demandent à être dessinées. Merci Luca. Donc, une vision pour ce projet de la transition, pour repenser cette ville territoire, ses économies et ses écologies. D'abord, le territoire. Le territoire comme sujet. Le territoire comme sujet, c'est André Courbeau, je cite ici André Courbeau, mais je le cite parce que c'est ce qu'on a essayé de faire, de comprendre ce territoire, morceau par morceau, paysage par paysage, sans trop s'appuyer à des cartes existantes, je dois dire, la vérité. C'est-à-dire on essayait vraiment de lire par une connaissance directe et par une connaissance approfondie de sa topographie, des micro-creux qui se créent dans le paysage, les points de repère. Il y a des parties de ce paysage qui sont juste des points de repère, qui sont des grands éléments de symbolisme territorial. Et il y a des paysages qui sont habités, utilisés. Chacun de ces territoires a été représenté dans une maquette de 3 mètres sur 3 mètres. Je dois dire qu'elle est magnifique, j'espère qu'un jour on pourra vous la montrer, où nous avons décrit chaque territoire par ses différentes conditions. Et chaque morceau de ce territoire a des économies et a des capitaux, a des économies productives, primaires, secondaires, des économies sociales et solidaires, des économies présentielles, des économies événementielles, des économies résidentielles qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et à des capitaux naturels, infrastructurels, humains, culturels, etc. Donc il y a une description des différents territoires à partir des capitaux et des économies qu'ils contiennent. Dans ce territoire comme sujet, on peut apprécier la longue durée d'une implantation et d'une habitabilité diffuse du territoire. Ici, on a enlevé les gros centres, les grandes villes, et on a laissé les bourgs, les petits villages. Mais ce qui est très important, c'est l'histogramme que vous voyez là à la droite. Alors, en noir et en gris, c'est les villes et les périphéries des villes. En bleu et en orange, c'est les villages. Ils sont divisés dans les villages dynamiques, les villages qui ont toujours continué à grandir dans le temps, même dans le temps long. Et en orange,
les villages moins dynamiques, mais qui aujourd'hui sont en croissance. Donc ce qu'on peut lire dans cet histogramme, c'est qu'on est dans un moment historique, pas très loin de ce qu'était il y a un siècle, dans lequel le pourcentage d'habitants qui vit dans ces deux conditions, donc ville, périphérie ou village dispersé, c'est plus ou moins au même niveau, c'est-à-dire on a le 50% d'un côté, le 50% de l'autre côté. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui se passait pendant que la planification imaginait le contraire, l'opposé. Donc par rapport à la question de M. Kramer, peut-être on y reviendra, mais il y a une réalité qu'il faut quand même essayer de comprendre. Autre élément très important, c'est un réseau à reconstituer. Donc le maillage du transport en commun était dans le passé, là aussi il y a un siècle, plus maillé et plus important dans le Grand Genève. Aujourd'hui, on voit plutôt un système fragmenté, et ce que nous on imagine et on propose, c'est de retrouver ce maillage, soit comme réouverture ou redescente de chemins de fer qui existaient dans le passé, soit comme réseau de tramways qui sont évidemment déjà aujourd'hui annoncés par les nouveaux tramways qui ont été réalisés, mais qui pourraient quand même retrouver la densité de tramways qui était dans le passé. Donc en ce moment dans lequel on s'interroge sur la crise du transport en commun, notre position est exactement la position du Green Deal européen qui dit que c'est le moment d'investir dans le transport en commun. La question de l'autonomie alimentaire, même si c'est évident à tous qu'on n'arrivera pas à une autonomie totale dans le Grand Genève, on sait qu'on pourra s'y rapprocher. Et surtout, on pourra s'y rapprocher si on va réfléchir différemment sur les sols, si on va imaginer d'augmenter la qualité des sols. Pascal Bovin va s'arrêter un moment sur ces aspects. Et si on imagine de réutiliser des surfaces qu'aujourd'hui sont des surfaces qui ne sont pas utilisées pour l'agriculture. Mais surtout, et ça c'est un message fort qu'on voudrait donner, c'est les sols urbains qui sont la ressource cachée. Et quand je pense aux sols urbains, et je pense par exemple au canton de Genève, nous avons plus ou moins le 30% du canton qui est formé par ces sols non bâtis urbains, qui sont donc une ressource pour une quantité énorme de services écosystémiques et sur laquelle on peut réfléchir. Et j'aimerais que Pascal Bovin puisse me joindre pour parler de l'importance des sols. Merci. Oui, alors l'importance des sols, elle surgit petit à petit depuis le début de ce siècle. Jusqu'à présent, on est beaucoup passé à côté. C'était une affaire de spécialistes. On s'est rendu compte avec le Millennium Assessment que la plupart des services écosystémiques dépendaient des sols. Ça a été la première grosse surprise. Et puis il y a un an, grosse étape aussi, un an au mois d'août, sortait le rapport du GIEC, un IPCC, sur la dégradation des sols et toutes les co-implications que ça avait sur toutes nos activités. Si on redescend sur le territoire genevois, c'est assez fascinant, le résultat de ce travail en particulier. Vous avez évidemment la zone rurale et la zone urbaine. Alors, si on parle de sol, on se dit, bon, zone rurale. C'est vrai. Et dans la zone rurale, on a des sols qui ont, Paola l'a dit, des qualités qui sont très basses et qu'il faut relever. Particulièrement à Genève, c'est vrai dans toute la Suisse, c'est encore plus vrai dans toute l'Europe, mais c'est particulièrement le cas à Genève. Et l'entrée, la clé d'entrée, c'est le carbone. C'est le carbone, c'est en tout cas un déclencheur qui est extrêmement intéressant, c'est ce que j'appelle le petit fil qui dépasse du pullover, vous savez, un fil qui dépasse, vous tirez, et tout à coup un ensemble de choses se déroulent, là c'est le pullover, mais en matière agricole, c'est tout le système agricole qu'il faut repenser. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui, on en est à Genève, qui est assez pionnier en la matière, mais pas seul au monde, avec des très grands groupes comme Nestlé, pour parler des Suisses et bien d'autres, qui sont décidés à agir dans le domaine. Donc cet espace agricole, il est en révolution, et si on traite la question carbone, et qu'on la déroule, qu'on tire sur le fil, on repense complètement la gestion de l'espace agricole. Il est refaçonné en termes de paysage, il est refaçonné en termes de tissu industriel. Et puis l'apport ici, qui est extraordinaire, c'est d'avoir fait l'effort de repérer les sols urbains. Alors les sols urbains,
Si vous êtes architecte, vous êtes sur un sol. Pour un pédologue, ça n'en est pas un. Mais en fait, la vérité est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sols urbains qui sont plus ou moins scellés, plus ou moins couverts, pas fonctionnels en fait, en termes de fonction des sols, justement, de contribution aux services écosystémiques, en particulier la régulation de l'eau, la régulation des crues, qui est un gros problème aux zones aménagées. Or, ils peuvent l'être. Alors, ils peuvent l'être, on l'a dit depuis longtemps, mais ici, on voit les surfaces, c'est absolument considérable. Et il existe aujourd'hui des possibilités de concilier recyclage des matériaux, infiltration des eaux urbaines, séquestration de carbone au milieu urbain, des portes s'ouvrent, et quand on a des surfaces comme ça ici, on voit un potentiel absolument considérable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui représente le futur, qui est déjà acté d'ailleurs sur certains modèles dans d'autres pays scandinaves ou aux États-Unis, sous d'autres formes, et ici, il y a un potentiel absolument énorme qui a été mis en évidence. Merci. Donc, une agriculture de conservation qui est, comme a dit Pascal, un fil rouge qui permet de repenser toute l'organisation territoriale et l'importance de considérer tous les sols. Tous les sols ont une dignité et des fonctions qui sont possibles. Il n'y a pas de sol perdu. Et donc ça, c'est un gros travail qui peut traverser toutes les échelles, et non seulement les parties plus denses de la ville, mais aussi tous les espaces, je dirais, fragmentés de nos villes, où, par exemple, la présence des espaces scellés est particulièrement importante et qui peuvent être repensés. Repensés, par exemple, dans un sens multifonctionnel. Donc, des espaces qui sont une seule chose, un parking enrobé, peuvent devenir 1000 autres choses. Mais aussi, l'importance de l'énergie grise qui est contenue dans les bâtiments existants. La chose intéressante de cette recherche menée par Corentin Fuvet, c'est qu'elle nous révèle que les parties qui ont stocké le plus de carbone, ce sont les parties de la périphérie. Les structures en béton armé, ce sont des structures qui peuvent durer longtemps et qui peuvent être repensées, qui ont une flexibilité qui sont élevées. Donc là, vous voyez dans les couleurs jaunes l'énorme gisement d'énergie, et dans ce sens d'énergie grise, et qui stocke ce carbone qui vient d'énergies fossiles qui ont été utilisées pour réaliser tout cet ensemble de bâtiments. Donc la périphérie comme gisement du point de vue de la restructuration, de la régénération des tissus urbains. Donc c'est avec ces idées qui nous semblent des idées fortes pour dessiner la transition que nous imaginons donc un futur pour le Grand Genève. Et on vous montre comment cette vision se déploie au fil du temps, ce qui nous permet donc de situer nos ambitions, nos stratégies et nos actions dans la chronologie de la transition. Parce que ça, c'est le passage ultérieur qu'on doit faire. On doit commencer à mettre sur une ligne temporelle et commencer à dire quelles sont les actions, les conséquences de ces actions, et donc la possibilité finalement de se retrouver à l'horizon. Nous, on imagine même un petit peu avant, par exemple 2050. Le Grand Genève pourrait s'imaginer à l'horizon 2035 déjà d'être neutre en CO2. Ce sont des ambitions que d'autres régions en Europe ont déjà affichées, par exemple les Flandres. Donc ce sont des choses qui sont faisables, absolument faisables. Mais il faut évidemment commencer vraiment à détailler stratégie, action et temporalité pour pouvoir comprendre mieux aussi la faisabilité et les synergies entre ces différentes transformations. Mais vers la transition, c'est aussi non seulement la neutralité en CO2, c'est le non-net land take, donc pas consommation de mètres carrés de sol fertile à l'horizon 2050 ou 2035, la reconstruction et régénération d'un sol vivant, ce qui nous permettra aussi d'être plus proche d'une autonomie alimentaire, et une consommation d'énergie fossile égale à zéro si on diminue les consommations et si on augmente la production d'énergie renouvelable. Toutes ces données ici sont liées à des programmes qui existent déjà, politiques qui existent déjà, à des références au Green Deal européen qui reste quand même, disons, à la frontière de cet engagement. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas
folles. Ce sont des choses qu'on doit commencer à regarder comme faisables, possibles, du point de vue financier et du point de vue social, et qui ont besoin donc d'un calendrier. Avec cette vision, nous construisons donc une idée pour l'espace du Grand Genève. D'abord, une structure forte. La structure forte est traditionnelle dans les projets territoriaux. C'est-à-dire, par exemple, le transport en commun, c'est les chemins de fer, les tramways. Nous pensons que la structure forte ne doit pas être abandonnée. Elle doit être reprise, retravaillée, peut-être avec un point de vue un petit peu différent du passé, un petit peu moins rigide, plus flexible, plus ouverte, mais quand même, c'est une structure qui a besoin d'investissement. Donc, vous voyez les chiffres. La réouverture de la ligne du Tonkin, la réouverture ou reconstruction en partie de la ligne du Pays de Gex, le renforcement de d'autres lignes qui existent. Donc on parle de nouvelles voies ferrées, du tram-train du Pays de Gex, de 45 km de nouveaux tramways et une série de kilomètres aussi de nouveaux BHNS qui sont un petit peu moins coûteux. Le sens est d'arriver à construire ce maillage qui nous permettra d'avoir un transport en commun pas trop loin de chez nous. Ici, vous voyez aussi en rouge les interventions pour lesquelles on peut faire un calendrier, établir une faisabilité et évidemment mettre tout ça dans la discussion politique, parce que c'est évident que les priorités sont à décider politiquement et collectivement. Mais ce sont des possibilités. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous voulez, après, on irait bien. Donc, un maillage qui est ponctué par une série de nœuds, de petits et grands nœuds, et chaque nœud peut jouer un rôle, je dirais, dans l'économie et dans la société du Grand Genève. Mais je veux rester quelques moments en plus sur la nécessité aussi de concevoir une structure faible. Faible parce que moins forte, faible parce qu'on peut la détruire facilement, faible parce que marginale, faible parce qu'elle a disparu. Mais une structure que nous pensons est essentielle pour repenser ce projet du sol et du travail et le projet biopolitique de la transition. Cette structure faible, vous le reconnaissez assez rapidement, a une référence importante. Référence qui a désormais un siècle, presque, elle aussi, la maille Braillard. Une maille qui avait une ambition extrêmement élevée. Presque le 45% du canton de Genève était institué comme surface publique. Notre structure faible pour la transition, un petit peu moins ambitieuse. On arrive au 38% du bassin du Grand Genève et on exclut de notre calcul les massifs du Jura, du Salève et du Chablais. À l'intérieur de ce pourcentage, nous avons la moitié plus ou moins qui sont les zones forestières et boisées existantes. Il y a un pourcentage de zones humides inondables, de aires urbaines et d'espaces agricoles et cultivés. Qu'est-ce que c'est cette structure faible? C'est un objet complexe, comme c'était aussi la maille Braillard, un objet complexe. D'abord, c'est la façon d'organiser une série de services écosystémiques. Donc, à l'intérieur de la structure faible, nous avons les zones inondables, les zones humides. Nous avons aussi les éléments de patrimoine, c'est-à-dire le vieux village, le clocher, tout ce qui appartient aujourd'hui à l'idée de patrimoine, en sachant que cette idée de patrimoine est en évolution et que même des lieux industriels du passé, aujourd'hui, c'est du patrimoine. Il y a une continuité écologique et de la biodiversité, c'est des continuités. Et du point de vue de la mobilité, c'est le lieu qui permet d'organiser la mobilité douce et aussi la relation avec les nœuds du transport en commun. Et donc, le dessin de Braillard, comme les personnes qui
étudié Braillard comme Elena Cogartolanze qui est ici, et Alain Lévillier et d'autres, cette maille avait une forte compréhension de la rationalité territoriale, du territoire comme sujet. C'est pour ça qu'on peut la changer, mais en réalité, on peut aussi la considérer comme une base de réflexion. Évidemment, nous, on a étendu ça à l'ensemble du Grand Genève. Donc, ce n'est pas que le canton, mais c'est l'ensemble du Grand Genève. Et vous voyez ce maillage, qui est un maillage d'espace public, un maillage de nature, un maillage d'eau, un maillage de transport en commun, un maillage de patrimoine qui se forme. Dans le travail de Braillard, de Baudemer et Braillard était accompagné ou anticipé par un travail sur le patrimoine genevois, en particulier ce travail des photographes qui, comme vous voyez, parlent non seulement des lieux, mais aussi des personnes et des pratiques et du travail. Et donc, on s'est permis de réinterpréter aujourd'hui ou dans le futur, à partir de la structure faible, donc cette reconstruction radicale des pratiques, des outils et des positions. Et le troisième parcours, c'est celui de représenter cette structure faible, qui est faible, donc elle n'est pas vraiment rigide, elle peut se déplacer, elle peut changer aussi de parcours, comme cette structure qui est capable de lire d'une façon intense et approfondie le territoire comme sujet et qui permet donc de faire percoler une série d'innovations à l'intérieur du territoire, y compris Genève, la ville. Et donc, c'est avec ces deux structures qui travaillent ensemble, la structure forte et la structure faible, que nous avons fait un effort d'imagination très poussé, auquel surtout, avec les étudiants, nous avons développé une série assez nombreuse de lieux et de prototypes. Chaque fois, on part d'un de ces morceaux du territoire, donc de ce territoire comme sujet, et on rend clair quels sont les éléments de nouveauté qu'on va introduire. Dans ce cas, par exemple, la réouverture de la ligne du tram-train dans le pays de Gex. Et on imagine, à partir de la question du développement agropolitain, une vieille métaphore, mais qui a toujours, je dirais, son sens, une série de projets et d'images surtout, qui parlent de la réouverture d'une ligne de chemin de fer, qui transforme Saint-Genis-Pouilly, par exemple, dans un nœud important entre le pays de Gex et Genève, avec ces deux gares qui se transforment, la rénovation, restructuration, régénération du patrimoine existant, une nouvelle relation avec l'agriculture, avec l'eau, une structure, comme j'ai dit, faible, capable de réorganiser les relations entre ces éléments, jusqu'au détail de la rénovation, restructuration des bâtiments qui ont, grâce à leur présence aussi d'énergie grise, sont des bases essentielles pour cette transformation. Je dois aller très rapidement, j'ai compris. Le glacis urbain de Genève, ce plan incliné qui arrive vers le lac, un espace magnifique où la campagne genevoise assume des qualités même esthétiques magnifiques, avec ces deux lignes de tramway. Une ville dans les plateformes. On a beaucoup travaillé sur les plateformes industrielles qui sont en train d'être repensées. La grande plateforme de la Zimeza à côté de l'aéroport et qui a en face la cité de Mérin. Donc ici on a grande plateforme, aéroport, cité de Mérin. Évidemment, il y a des questions d'habitabilité extrêmement importantes. La plateforme de la Zimeza va être presque doublée dans sa surface productive et nous travaillons sur cette hypothèse de densification d'une plateforme productive, mais on va insérer aussi un degré, disons, possible, rationnel de mixité et de nouvelles relations avec la cité de Mérin, avec l'introduction de services, l'introduction d'espaces publics et évidemment le maintien de la fonction logistique qui est propre de cet espace. Et tout ça percole aussi dans la cité de Mérin. Donc vous voyez ici la restructuration de ces deux espaces comme un morceau de ville et pas comme une périphérie d'un côté, une grande zone industrielle et au milieu un tramway
qui passe et qui n'est pas vraiment un élément catalysateur. Le bassin genevois, donc de l'autre côté, ici on a une partie française, une partie suisse avec Saint-Julien. L'agropole d'Archamps, je pense que j'ai bien compris, quelqu'un d'autre aussi a utilisé ce terme. On a visité Archamps, on a parlé avec les gens, on a compris le degré de problématique de ce site qui avait été imaginé comme une technopole. La technopole n'est pas là, probablement elle ne sera pas là, donc il faut repenser ce lieu à partir de son contexte, de son territoire, et retrouver finalement des qualités dans tout ce qui a été déjà réalisé. On est au milieu de zones cultivées, donc on peut imaginer là une sorte de hub agricole, mais aussi on peut imaginer de faire que les gens qui passent sur l'autoroute s'arrêtent là, laissent leur voiture et puis puissent arriver à Genève avec, par exemple, le vélo, parce qu'on est très très proche. Donc un nouveau dessin de restructuration, de régénération et réconsidération des sols. Dans le Bas-Chablais, l'hypothèse de la réouverture de cette ligne du Tonkin, une ligne qui est stratégique, qui était imaginée comme une ligne stratégique et qui a été interrompue, qui retrouve donc sa capacité de structuration aussi de ces espaces productifs, des espaces productifs qu'on peut imaginer sur un côté du chemin de fer, tandis que de l'autre côté, je peux peut-être mieux le montrer comme ça, donc d'un côté les plateformes qui sont existantes, sous-utilisées, sur lesquelles on pourrait revenir, de l'autre côté les villages qui se trouvent dans cet ensemble de boisements, de forêts et d'agriculture et de topographie qui varient. Je pense qu'on est presque à la fin, donc peut-être je vais un petit peu rapide sur le Rhône, mais je voudrais quand même parler de la No Waste City, c'est-à-dire le long de la vallée de l'Arve, où il y a le district du décolletage, merci, le district du décolletage, qui probablement dans le futur devra s'adapter à des changements assez structuraux importants, car par exemple l'industrie automobile genevoise, elle n'existe pratiquement plus. Donc ce décolletage peut être l'occasion de repenser le reconditioning, la réparation mécanique à une échelle, je dirais, d'ateliers métropolitains, avec la possibilité de s'appuyer à cet espace aujourd'hui déjà très mixte, où le travail et l'habitat se trouvent plus ou moins à côté ou dans le même espace, pour le repenser vers une multiplicité d'économies, mais liées par cette possibilité du reconditioning, qui est une hypothèse de décentralisation de cette activité de réparation qui sera essentielle parce qu'on imagine, avec aussi nos experts comme Walter Stahl, on imagine une économie circulaire qui va donc réutiliser plusieurs fois le même objet. Donc la réparation devient non seulement un enjeu écologique important, mais du point de vue des emplois, une forte occasion, et qui est en plus décentralisée. Je vais être très rapide. Je termine avec la Campus City, la ville campus à Bellegarde. Bellegarde, je dois quand même rester ici, vous voyez, elle est vraiment cachée derrière. Il faut vraiment y arriver avec le train parce que sinon c'est difficile d'imaginer que ce soit à l'intérieur du Grand Genève. Et ce lieu est pour nous un espace de frontière dans lequel imaginer un projet collectif, on peut dire, un projet partagé entre les deux États, entre France et Suisse, parce que c'est un nœud qui est vu d'un côté comme une sorte de porte d'entrée à Genève, et de l'autre côté, c'est la ligne ferroviaire, le TGV qui va à Paris et qui va à Lyon. Donc c'est un nœud vraiment extrêmement intéressant, mais qui n'est pas du tout aujourd'hui valorisé et qui pourrait avoir des ambitions. Et notre idée, pour commencer à en discuter, c'est cette hypothèse de valoriser la frontière, d'imaginer un centre de recherche franco-suisse et d'utiliser la ville elle-même, en particulier la ville ancienne, qui était une ville de fondation industrielle, donc une ville sur une maille régulière, comme le campus pour des activités qui peuvent donc mettre ensemble les deux pays.
On a juste superposé le PFL sur le centre ancien de Bellegarde et on voit que c'est la bonne taille, on pourrait faire un campus extraordinaire. On n'est pas en train de dire qu'on va mettre le PFL sur Bellegarde, on est en train de dire que ce centre, finalement, nous permettrait de restructurer un centre ancien qui aujourd'hui est plutôt abîmé, totalement dévasté par la présence des parkings, donc tous les espaces publics ne sont que des parkings, avec une série d'espaces industriels désaffectés, avec un grand espace le long du chemin de fer qui est disponible et qui donc serait un lieu extrêmement intéressant comme point d'arrivée de la ligne ferroviaire que de Nyon passe à travers le Pays de Gex et qui arriverait donc à Bellegarde. Et donc Bellegarde, le Pays de Gex et Nyon pourrait construire aussi une sorte de chaîne et de relations spécifiques qui n'ont pas besoin toujours de revenir sur Genève et donc de retrouver la ligne principale. Ce qui nous semble un projet extraordinaire que j'espère qu'on pourra discuter dans le futur. Donc la transition, un nouveau projet biopolitique, et je pense que les éléments sont clairs. Une économie circulaire courte, à courte distance, des sols vivants, l'énergie grise à valoriser et la décarbonisation de la ville. Ceci donne lieu à une sorte de coupe métabolique qui commence à mettre en relation les différents flux, les différentes actions et aussi les différents calendriers. Et la question, je reviens donc à Alain Tanner, à Jonas, est-ce qu'on est prêt pour ça? Merci. Merci Paola et toute l'équipe. Comme d'habitude, on a pris plus de temps que prévu, mais c'est sans doute normal. Il y a donc des personnes en salle, donc notre collège d'experts et notre comité de pilotage, et il y a quelqu'un aussi en Zoom, donc l'imbattable Christian Schmitt qui est toujours là. Alors Christian, le premier, comme ça on passe en distanciel. Allez-y, je vous en prie. Go ahead. Okay, thank you very much. I would like really to congratulate that team. I think this is really a great work. I like it very much. I mean, in the complexity that you present here, and also in the starting points. I think it's really, well, in French I would say c'est génial. I think it's really great to have as a starting point work and soil. It's not something that you would say it's common sense, but I think they revealed themselves as very, very interesting and I would say productive starting points for this kind of analysis. And to rethink, for instance, that was a little bit short here in the presentation, but you couldn't present all the findings you have in your project. But I found it really great to think about work as a center of urbanity, as something that could produce urbanity, but then you have to rethink work, you have to rethink globalization, you have to rethink territorialization. I think this is really a great access point, and I think you really made a work where you sought to think the entire territory and to go into the different directions and into the details of even offering a whole range of really interesting detailed projects. So maybe one question. You strengthened, of course, you had to strengthen certain points, and you made the point with Bellegarde, and you made the point with the heavy transport lines, the tramways and the trains and so on. But if you would have to decide where to start, if you have to start tomorrow with that project, I mean, with what would you start? Okay, c'est une question très, très difficile parce que c'est clair que la transition, on ne la fait pas avec un projet. C'est quelque chose de plus important. Mais je pense qu'on peut partir demain avec des choses qu'on peut réaliser juste après-demain. Et en même temps, on doit commencer à étudier tout le reste.
pour que les choses puissent se mettre en place. Le calendrier, pour moi, c'est très important. Le calendrier montre que les actions ont des effets et que donc on peut commencer même à, comment on peut dire, à apprécier le changement. Ce changement, avec les lettres majuscules qui est sur nous, devient matière d'un travail de tous les jours. C'est-à-dire qu'on construit le changement. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. On doit passer à une étape nouvelle. Les thèmes généraux, on les a déjà étudiés. Maintenant, il faut se donner vraiment un plan d'action, un calendrier, comme je disais, dans lequel on peut commencer aussi à apprécier les synergies. Je n'ai pas peut-être bien expliqué, mais je voudrais juste un mot sur la question de la structure faible. La structure faible, c'est un espace qui n'a pas une forme définie, même si on s'est un petit peu inspiré, parce que, comme je dis, il y a une rationalité territoriale dans la maille barrière, mais évidemment, sa forme peut changer, n'est pas celle-là une fois pour toutes. Pour nous, la structure faible, c'est la porte d'entrée au projet de la transition. C'est l'espace de l'expérimentation. Parce que là, on peut mettre d'accord toutes les différentes dimensions. La dimension écologique, la dimension économique, la dimension sociale, le transport, les aspects, je dirais, de risque, mais aussi les expériences alternatives en termes d'économie. Et en plus, on renforce le territoire dans ces éléments de continuité. Donc, la première action pour moi, ce serait de commencer à faire cette structure faible. La structure forte, dans quelques cas, doit être étudiée plus dans le détail. J'apprécie par exemple le fait que le pays de Gex, le chemin de fer du pays de Gex est presque devenu une piste cyclable aujourd'hui, une très belle piste cyclable, ce qui est bien. Il faut imaginer que cette ligne de chemin de fer puisse aller avec la piste cyclable. Comme ça, on aura la possibilité de changer du vélo au train assez facilement. Et donc, on construit une sorte de faisceau, d'infrastructures plus légères, plus flexibles, un petit peu plus rigides, comme c'est un petit peu le chemin de fer. Et tout ça aura besoin d'un petit peu de temps. Mais en tout cas, cette piste cyclable, on pourrait déjà immédiatement la compléter. Comme ça, cette ligne, ce serait déjà là. Et après, arrive aussi le chemin de fer. Donc, je dirais que la structure faible, parce qu'elle est faible, on peut bien commencer par elle, assez facilement. Elle se prête à être un point de départ. Et la structure forte, elle doit être mise dans les calendriers, parce que maintenant, on ne doit pas imaginer que pour faire un petit morceau de ligne ferroviaire, on a besoin de 30 ans. On peut faire quand même dans 10 ans, 15 ans, on arrive à faire ce que nous avons dit, si on veut le faire. Et donc, l'horizon même du transport en commun n'est pas infiniment long. Et donc, je pense qu'on pourrait partir de la structure faible, ce qui veut dire tester ce dont parlait Pascal Boivin, c'est-à-dire les stratégies sur les sols, qui sont déjà un petit peu en réalisation. On les trouve un petit peu dispersés dans le Grand Genève, mais c'est vraiment de toutes petites expérimentations. Ça donnerait une échelle déjà plus importante, donnerait la possibilité à tous les thèmes dont parlait Luca Pattaroni sur la question du travail et l'importance que des économies alternatives peuvent avoir par rapport à l'économie, disons, principale. Et après, même l'économie capitaliste principale est en train de se repenser. Un membre de notre équipe qui est Jonathan Norman, s'il était ici, il aurait pu dire comment aussi les entreprises, disons, du type capitaliste peuvent travailler avec la transition. Donc il y a toute une série d'alliances qu'il faut mettre en place en partant du fait que si, il y a un siècle, on avait imaginé une structure, je l'appelle, faible, la maille barrière, et on l'a fait parce qu'il y avait un problème de protection du patrimoine et de sauvegarde du paysage, et une idée d'espace public émancipateur pour tout le monde. C'était au moins ces trois grandes questions qui étaient posées par la maille barrière. Nous sommes aujourd'hui dans la condition où
Nous avons évidemment un problème de patrimoine, nous avons un problème de survie et de vie, de garder la vie et l'habitabilité dans ce territoire. Et nous avons besoin d'espace public à l'échelle territoriale. Et nous avons besoin d'espaces d'expérimentation, d'espaces prototypiques, aussi pour imaginer des formes d'économie différentes. Donc je pense que ce n'est pas si excessif de s'imaginer travailler sur ce 40% du Grand Genève, en attente du reste, évidemment. Que je vois là. Je t'en prie. Please come. Yes, look, thank you very much, Paola, for your presentation. It was very good. I just had a couple of observations. One of the things you made this divide between soil and work, and you could perhaps make it a little bit more nuanced using the well-being indicators that when you talk about economy, the OECD now has talked about well-being, and that includes things like looking at just economics and jobs, skills, but social connection. And so one of the things that would be quite interesting would be to see how you actually define work, put a definition of work, and you actually created some form of cube with that definition in there and created a metric around it. And then you might be able to map it with the soil. So one of the things that would be quite interesting is that you've got these wonderful maps, and where along those nodes you were at, where would soil be more important or more powerful to actually creating a greater social satisfaction or utility? Where would work, or where would it be an equilibrium? And I think that way you might be able to measure get some sort of greater sense of place and the connection of it. Of course. I think that a lot of research can be imagined starting from this. And of course, soil and work. Maybe, Martina, you want to add something about the integration between the two? No, of course. Vieni qua. Of course, if we change the status of the soil, so we saw from the map that a big part of the soils that are considered today urban would have a different role. This for us is very interesting also because it can open new perspectives for jobs, new ways of, for example, maintaining the territory. So if we start, for example, from the conservation agriculture, we could think of conservation strategies, so not only related to agriculture, but to soil in general. So of course this opens up a huge window for new jobs in direct relations with a new way of considering soils. So absolutely, what you're doing is totally already in our thinking, but of course there would be moments where one would have more weight than the other, but they're totally very strongly entangled, of course. OK. Autre question? Oui, Kees Christiansen. Yes, Paula, thank you very much for this inspiring and beautiful project. I have the remarkable experience that I feel more small scale and tactile and haptic in your big maps than in the small collages and models that you make, who are for me much more abstract. It's an interesting thing, maybe. But this is not what I wanted to address. What I would like to address is also a little bit more general and applies also to other groups. I hear a lot of talking about circular economy, solidary economy, etc. I have been raised in the squatter and urban renewal scene of Amsterdam and Rotterdam, specifically in the port areas. And now I'm doing, as an urbanist, large-scale urban waterfronts. In that respect, I would like to bring under the attention the aspect what we call low budget, high culture, low culture, high budget. When we were working in the 70s in urban renewal areas, everything was low budget, high culture. And the other faction of society was the big enemy. There was also an enormous political schisma, which turned around in the 80s when the low
culture high budget became more important because they celebrated the bankruptcy of the former order. But since the 90s and since the fall of the Berlin Wall, and since we really seriously have been arrived at making very complex participation processes, we have a kind of reconciliation between low budget high culture and low culture high budget. And that means that big money is very important in urban renewal processes, and also big money is very important in countryside redevelopment and agricultural processes, and should not be excluded, because these big money parts are enormous. For instance, I read yesterday in the newspaper that 50% of all the tax income of the Canton Zurich is only paid by 10 firms or something like that. And so what we do in these urban renewal projects, yet at least in the more successful ones, is that we deploy big money in order to finance low budget high culture projects. And it is also not by chance that a lot of those original freaks or artists have become, for instance, successful digital age entrepreneurs that now pump enormous amounts of money into sustainable investment. And you can also see that there are big waves of sustainable investment that deal with a lot of money that are actually reinvested, like you just said also about Norman, into this kind of urbanization processes. And I think it's very important to mention it, because I found some of the expressions during the day about the economic aspect in the different projects sometimes a little bit one-sided, so to say. Merci beaucoup, Kes, pour cette observation. Je suis absolument 100% d'accord, dans le sens que la transition ne se fait pas en imaginant que chacun se prend son petit poids et que toute cette fragmentation puisse vraiment générer une vraie transformation. La transformation est radicale dans les économies, dans la mobilité et dans tout ça. Donc nous avons besoin d'investissements, des investissements du public, parce que je pense que le public doit quand même revoir ses priorités. Par exemple, ça suffit avec les autoroutes, non, quand même. Faisons des trains, par exemple. Et là, il y a des milliards on parle de quelque chose qui est très conséquent. Et aussi les capitaux privés, donc c'est pour ça que Jonathan aurait pu peut-être participer, qui doivent en tout cas revoir leur modèle. Donc il y a une révision en cours même du modèle capitaliste, doivent participer à ça. Parce qu'ils ne vont pas disparaître comme ça d'un jour à l'autre. Donc ils doivent payer pour cette transition, comme et plus que les autres. Et après, il y a les investissements individuels, les investissements collectifs, tout ça, oui, mais c'est clair que c'est un moment de rediriger les efforts vers un objectif commun. Et pour moi, l'objectif commun, c'est la vie. La vie est notre common, on dirait. Life is a common. S'il faut arrêter avec... Merci beaucoup, Paola, à toute l'équipe.